Pardon, et merci d'être avec nous pour ce nouveau plateau du Café littéraire et cette 33e édition, donc du Café littéraire aussi d'ailleurs. Nous avons un plateau qui s'intitule « À l'heure des choix » avec trois romancières. Nessim Marachi, qui est à côté de moi, qui sera interprétée ou pas par Marguerite Capel, on peut le dire comme ça. À côté de moi, Ouba Christina Ali Farah, qui n'a pas besoin d'être interprétée, elle parle bien français. Et puis, à côté d'elle, Natasha Brown, qui sera, elle, interprétée par Marie Fürstner. Merci. Je suis contente de revoir les interprètes que l'on aime arriver avec nous sur ce plateau. Les autres aussi, on les aime, mais alors là, c'est encore mieux. Alors, je crois que tu m'as dit que tu voulais commencer par Natacha. Oui, alors je te laisse faire. J'ai envie de commencer par Natacha. Bienvenue Natacha. Alors, une petite bio rapide. Après des études de mathématiques à Cambridge University, Natacha, vous avez travaillé pendant une dizaine d'années dans le secteur bancaire. Et je pense que c'est important pour ce livre. Assemblage, qui est votre premier roman et qui a été très remarqué dès sa sortie, à la fois par les libraires et la critique, au Royaume-Uni, et traduit dans le monde entier, dont en France, aux éditions Grasset, traduit, je le signale, par la romancière et excellente traductrice aussi, Jakuta Alikavazovic, que j'aime beaucoup en tant que romancière et en tant que traductrice, et je trouve que ça lui va très bien de traduire ce livre. Et on va parler de ça. Je ne sais pas si on y va directement. Oui, je pense. Assemblage. Alors, assemblage, en anglais, peut-être qu'on peut essayer d'expliquer le titre, puisqu'il y a un double sens en anglais, hein, c'est assembly. Peut-être qu'on peut déjà commencer par le titre, qui évidemment ne se ressent pas tout à fait de la même manière en français. Thank you. Yes, I think the title has a lot of meanings throughout the novel. There's this garden party that the main character is travelling towards. It's, I guess, a familiar trope in the English novel, and it kind of gives the book its momentum. So this idea of all these people assembling is a big part of it. In my mind also, when I was writing, I was thinking a lot of deconstruction, in the sense of really figuring out, how do words work, how do they affect us, how do we build narratives? And I was quite interested in finding ways that I could reveal the construction, I suppose, in the novel itself. And then one of my favourite meanings of the title is a school assembly. So the novel starts with what in England we call a school assembly. The narrator, she works in the city in finance, and she's encouraging some young students to pursue a career in financial services. And we're really sceptical in that moment. We don't believe her. We think she's just saying what the company's told her to say. And I wanted to invite that whole scepticism to the book, essentially. So drawing the line between that scene and the book as a whole, thinking about what it means for a book to deliver truth or deliver a person's experience, I wanted to invite the reader's scepticism there. Marie. Alors, le titre a toutes sortes de sens, et c'est une des choses qui me plaît, et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre. Alors, il y a premièrement la question de la garden party à laquelle le personnage principal va aller, et c'est ce qui donne le rythme à tout le roman. Et en ce sens, effectivement, elle va retrouver un groupe de gens, et donc on retrouve là le sens de assembler. Mais je voulais aussi parler de la déconstruction, du sens que les mots prennent et comment ils construisent ou déconstruisent un récit. Et j'avais envie de révéler quelque part la structure du roman. Donc il y avait aussi ce sens-là de structure, construction. Et enfin, il y a aussi le sens d'assemblée scolaire, puisque au Royaume-Uni, on commence la journée scolaire par un regroupement de tous les élèves devant le directeur. Or, le roman commence par une scène où la protagoniste fait une présentation devant des étudiants pour les encourager à poursuivre une carrière dans les services financiers. Et à ce moment précis, le lecteur est sceptique et ne croit pas en la véracité de ce que la protagoniste présente aux étudiants. Et je voulais
explorer la façon dont les romans jouent entre vérité et scepticisme, et point de vue, expérience du personnage qui ne révèle pas toujours la vérité. Et dans ce sens-là, je voulais aussi inviter le scepticisme dans le roman. Alors effectivement, cette narratrice, cette jeune femme britannique noire, on ne le sait pas de suite, d'ailleurs on le comprend petit à petit, elle construit sa journée, elle se prépare à cette garden party, mais ça démarre effectivement par ce doute qu'il a saisi. Enfin, moi il me semble d'ailleurs que ce n'est pas vraiment un doute, elle est sûre de raconter des mensonges par omission, des mensonges qui répondent finalement à ses propres mensonges, c'est-à-dire ceux qu'elle s'est construits elle-même pour arriver à ces postes de pouvoir, à ces postes d'importance, à ces postes professionnels mais aussi sociaux qui lui permettent finalement d'avoir le statut et la vie qu'elle a. Elle sait très bien que tout ça est une construction, une sorte de mensonge, et ce mensonge-là, elle le reproduit. Mais elle le dit quand même, le doute s'installe, et ça va lui prendre toute la journée. Est-ce que ça a commencé là, vraiment? Vous parlez de construction narrative. Est-ce que dès le départ, vous instillez le doute chez le lecteur pour dire « ça va mal se passer » ? I consider the book to have a happy ending. Moi, j'ai tendance à dire que le roman se termine bien et qu'il y a une fin heureuse. I think what you mentioned at the beginning, this question of lies and this question of whether or not she's telling the truth, and it colours how we see everything this narrator says. It puts, I think, something of a wall between us and the narrator, but at the same time, I think it was necessary to acknowledge it wouldn't necessarily be easy for readers to understand who this woman is. Bankers in novels have not had a good time of it. They're not generally loved. So the book acknowledges that up front. And really what I wanted to do with this character is create a voice, create a narrator who reaches out to us and draws us in. And it's her voice, I think, that carries the novel. She's the one who has to convince us that actually we want to spend 100 pages with her and go on this narrative with her. I think acknowledging that a lot of her choices wouldn't be everyone's choices is necessary to do that. The other thing that was really important to me next, and I think what was in my heart when I was thinking about how to approach this novel, was creating space. I really wanted to leave enough space for the reader to bring their own interpretation, their own opinion, their own meaning to this story, and to expand and fill in the space that we don't get filled in. We don't know how old the narrator is, what her name is, what she looks like, none of the things we would expect to know. But I think that actually makes it easier for people to understand who this woman is and to get to know her. Alors effectivement, quand on parle de mensonges et de vérité, c'est une thématique qui colore absolument tout ce que cette narratrice va dire. Et ça crée en quelque sorte un mur entre nous et cette narratrice. Et je pense que ça permet aussi de prévenir le lecteur dès le départ, parce qu'elle travaille dans la banque. Les personnages qui travaillent dans les banques ne sont traditionnellement pas des personnages qu'on aime. Et donc c'est important dès le départ de lui donner cette voix très distincte, une voix qui finalement porte le roman et qui fait qu'on va vouloir suivre ce personnage à travers ces 100 pages. Même si ces choix ne sont pas des choix que nous aurions choisi de faire. Et je pense que la voix qu'on choisit de lui donner permet au lecteur de comprendre tout cela. Et puis l'autre chose que je voulais faire, c'était aussi créer un certain espace pour permettre au lecteur d'interpréter ce personnage, de se faire une opinion sur qui elle est vraiment, puisque effectivement, il reste beaucoup d'espace à remplir. On ne sait pas quel âge elle a, on ne connaît pas son nom, on ne sait pas à quoi elle ressemble, on ne sait rien des choses auxquelles on pourrait s'attendre à apprendre au cours d'un roman. Et quelque part, c'est ça qui rend plus facile pour le lecteur de comprendre qui elle est. Peut-être, alors il y a tellement de choses à dire, c'est un livre de 100 pages, mais c'est vraiment très très fort, il y a quantité de choses à dire, mais peut-être juste une dernière question, après peut-être qu'on pourra circuler, mais c'est cette question, cette assignation à l'assimilation, c'est-à-dire que le personnage est effectivement toujours
dans la réponse à ce qu'on attend d'elle. Et elle se dit, oui, bah, je vais réussir si effectivement je m'assimile. Mais en fait, elle le dit, et c'est là aussi où il y a un temps de rupture, c'est se dissoudre dans quelque chose d'autre, se déshumaniser. Pourquoi se forcer à se dissoudre? Pourquoi se forcer à se déshumaniser. Et vous répondez d'une manière, en tout cas dans le roman, on répond d'une manière différente à quoi on s'attend, puisque la seule chose qu'on sait vraiment de ce personnage, c'est qu'elle a un cancer, et il faut le soigner, et elle décide finalement, enfin elle se pose la question, on verra à la fin ce qu'elle a décidé, mais elle se pose la question de savoir s'il faut faire quelque chose ou rien. Et elle dit, rien est aussi un choix. Et est-ce que finalement, c'est le seul choix qui reste quand on est poussé comme ça à la dissolution, de ne rien faire? I think the novel is very interested in the language around assimilation. I don't personally feel talking about assimilation is an especially constructive thing to do. I think it's rhetoric, and there's certain rhetoric that I personally like to avoid. And what I mean when I say that is I think some words are just so charged that it's not possible to have a constructive conversation when we use them. So if I'm looking at this table here, if I wanted to describe the edge around it as an outline, that would be a fine word to use. None of us would consider that charged language. We could have a normal conversation about it. If I decided to call that edge a border, suddenly that has a whole different meaning. It has a whole different energy. I've changed the tenor of the conversation. And I think assimilation is one of those words. And I really wanted to try and explore. For me, the novel is very much about language. How do words like that function? How do we throw them around in a society? And what does it do to the people we're talking about when we use that language? Une des choses qui m'intéresse dans ce roman, c'est vraiment de travailler avec les mots et la langue. Et ce terme d'assimilation, je pense, je joue évidemment avec ce mot dans le roman, mais ça fait partie d'une rhétorique que je préfère éviter. Ce que je veux dire par là, c'est que certains mots sont chargés d'un sens très précis. Et quand on les utilise, il devient impossible d'avoir une conversation neutre, disons constructive, sur tel ou tel sujet. Et ce que j'essaye de voir, c'est comment les mots fonctionnent et l'impact qu'ils peuvent avoir sur les gens dont on parle quand on les utilise. Voilà, c'est un livre à découvrir, visiblement, ça donne envie de le lire. Alors c'est marrant comment, quand on lit par exemple le résumé d'une histoire, sans avoir lu la biographie de l'auteur, ou même sans avoir vu une seule photo, on s'imagine un petit peu... Et là, j'ai été extrêmement surprise quand j'ai vu Natacha arriver. D'abord, je ne me rappelais pas qu'elle était aussi jeune. Et... Et je m'attendais à quelqu'un de, je sais pas. Et elle, avec cette voix douce, elle vous dit des choses comme ça, très, très intéressantes. Alors, Nessim Marachi, on va parler un petit peu de vous maintenant. Si je retrouve ma bonne fiche, parce que je suis, voilà, j'ai posé celle-là. Vous êtes romancière, scénariste et journaliste iradienne. J'ai vu dans une interview que vous dites ceci: je me dis toujours que le livre sur lequel je travaille est peut-être le dernier. Écrire en Iran, c'est un combat. Oui. Actually, yeah. Actually, I think writer entire world is some kind of fight, because you have to write, lonely in your office, and for a roman 2 years, for example, and after that search for a publisher, and then they accept you and they publish your book in almost 1 or 2 years after, and wait for audiences to read or not, or like or not, and it's
is a big fight, I think. But in Iran, you have another part, and it's the censorship office. You have to get your novel to the censorship office and wait for authorization. They read your book, and they are very employee there. They read your book and make some correction. For example, change this word or that word or something. Sometimes whole paragraph or whole chapter, and maybe they don't authorization to your book at all. For example, my third novel is like that. They didn't get the authorization to publish my book. So maybe I meant that as a fact. Alors je crois qu'en fait, écrire, c'est un combat dans le monde entier. Parce que quand on écrit, on est tout seul pendant 2 ans dans son bureau. Ensuite, on cherche un éditeur. Et puis, si on a de la chance, on finit par réussir à faire accepter le livre, qui sera publié peut-être encore 1 ou 2 ans après, et qui peut-être trouvera son public, qui le lira ou pas, qui l'appréciera ou pas. Donc il y a de toute façon un combat dans le fait d'écrire, mais c'est vrai qu'en Iran, il y a quelque chose qui s'ajoute à ça, qui est le bureau de la censure, puisque tout roman doit passer par le bureau de la censure, obtenir une autorisation pour être publié. Ils emploient toutes sortes de gens qui vont lire et corriger le livre, suggérer de remplacer des mots, parfois des paragraphes, parfois des chapitres entiers, et parfois aussi n'accordent pas cette autorisation, ce qui est le cas par exemple pour mon 3e roman qui n'a pas obtenu cette autorisation d'être publié. En tout cas, pour celui-ci, le combat, il est réussi parce que c'est un best-seller en Iran. Il a été réimprimé plus de 50 fois. Je crois qu'il a été vendu à 130 000 exemplaires là-bas. Pour un premier roman, c'est merveilleux. Vous dépeignez les doutes et les questionnements de la jeunesse iranienne entre partir ou rester. Là est vraiment le cœur de ce livre. Et cette histoire, on la suit à travers 3 femmes qui sont des amies. Il y a Leila, il y a Chabaneh et il y a Roja. Et elles sont toutes les 2, on dit Roja ou Roja? Oui, Roja. Elles sont toutes les 3 dans le questionnement. Leila est journaliste. Quand on la découvre, elle est démissionnaire parce que c'est une forte personnalité, je pense. Elle est démissionnaire parce que le rédacteur en chef a fait des corrections sans en aviser Leila. Elle va donc démissionner. Et puis, elle vit une période extrêmement difficile puisqu'elle était mariée. Et elle est en plein chagrin d'amour puisque son mari a décidé de quitter l'Iran, de partir, mais elle a décidé de ne pas le suivre et de rester en Iran. Mais elle le vit avec beaucoup de difficultés quand même. Alors je présente les 3 personnages, comme ça on pourra expliquer un petit peu la manière dont elles évoluent. Alors Chabaneh, elle travaille aussi dans un bureau où on fait des plans, je crois, des choses comme ça, un bureau d'ingénierie. C'est un bureau de génie mécanique. C'est ça, de génie mécanique. Elle a un petit frère qui a beaucoup d'importance pour elle, qui est un petit peu... je ne sais pas comment on peut dire, un petit peu attardé, il a quelques petits problèmes, et elle est courtisée dans ce bureau par un homme qui est très beau, très charismatique et qui a très envie de l'épouser et d'en faire une femme au foyer, on va dire. Je pense que c'est à peu près ça. Et puis il y a la 3e qui, elle aussi, a obtenu une bourse, Roja, pour partir en France, dans une université, dans un département aussi de mécanique. Et
Et elle n'attend plus qu'une chose, c'est partir, c'est son visa, c'est ça. Et on va suivre la destinée de ces 3 femmes avec tout le questionnement qu'elles se posent dans leur vie à chacune. Vous vouliez décrire comme ça un panorama de situations pour les femmes, de questions qui se posent en Iran? Actually, I wrote this novel exactly after the Green movement in 2009 in Iran. There was a severe suppression, and at that time I was a journalist, and I decided to write a long reportage about situation of young people in Iran at that time, because it was tough for us. En fait, j'ai écrit ce roman précisément juste après les manifestations qu'on a appelées le mouvement vert en 2009 en Iran, qui ont été sévèrement réprimées. J'étais journaliste à l'époque et j'ai décidé d'écrire un reportage, un article long sur la situation des jeunes en Iran, qui était extrêmement difficile à l'époque. After I started this novel, this reportage, I found that form of a novel is better for narrate that situation. Et après avoir commencé à écrire ce reportage, je me suis rendu compte qu'en fait, la meilleure forme pour raconter cette situation, c'était celle du roman. And I choose 3 young women as me and my friend and other people I know, and I want to narrate about them. Et j'ai choisi 3 jeunes femmes qui me ressemblent, en fait, qui sont comme moi, comme mes amies, d'autres personnes que je connais, et c'était de ces personnes-là que j'avais envie de parler. And I started to write this novel. But after that, after publication this novel, I found that many people can find themselves in this novel, in these characters. They are not exactly me. They are not exactly my friend, but they are the mixture of me, my friend, and a little imagination. But the most thing that I heard about the audiences that was I find myself in this novel. Et donc j'ai commencé à écrire, mais une fois qu'il a été publié, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui pouvaient se reconnaître dans ces personnages. C'est pas exactement moi et mes amis, je m'inspire énormément de moi et des personnes que je connaissais, mais c'est aussi un mélange avec de l'imaginaire, mais c'est vraiment ce que les lecteurs et les lectrices m'ont dit le plus souvent, en fait, qu'ils s'identifiaient à ces personnages. Alors, on peut alors, il y en a une qui a pris une décision, celle de rester en Iran et de laisser partir l'homme qu'elle aime. Donc, elle semble être une femme de caractère, mais elle n'arrête pas de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment bien fait? Elle ne le vit pas de manière très facile. Elle ne la vit pas de manière très facile, cette situation. Actually, it's not very easy to me for judge my characters because I think they are separate from me and they can choose their decision by themselves. But living or staying is a biggest question of young people in Iran. After any movement, after any suppression in Iran, the people think about staying or leaving, and sometimes leaving consider as a winning in the life. You win the life when you leave the country and staying in another one. I'm not sure about the last point. Okay. C'est pas forcément facile pour moi de juger mes personnages parce qu'ils sont autonomes en fait. Ils
prennent leurs décisions. En réalité, ils font leur choix tout seuls. C'est pas forcément moi qui leur dicte leur choix. Mais en tout cas, cette question de savoir si on reste ou si on part, c'est vraiment la grande question qui se pose aux jeunes en Iran. Et ça, c'est le cas après chaque mouvement, après chaque période de manifestation et ensuite de répression. C'est vraiment une situation qui se reproduit. Et parfois, la question de savoir si on va partir, elle est assez complexe. Et je vais demander à Nassim de compléter peut-être sa réponse. Non, parce qu'on peut, c'est vrai qu'on peut être surpris, par exemple, par la décision de Rojar de rester, je me trompe pas, de Leila. Non, je sais plus. Hop là, j'ai perdu mon papier. Je sais plus laquelle des trois a décidé. Leila. On peut être surpris du fait, puisque son mari est très déterminé à partir, qu'elle décide de rester. On se demande un petit peu pourquoi elle veut rester. Chabanais, elle, donc, c'est celle qui est courtisée par cet homme et qui est tentée un peu de rentrer d'une certaine manière dans le rang, d'accepter de devenir une femme au foyer. Mais elle a une manière beaucoup plus... elle résiste plus par inertie plutôt que frontalement, Chabanais, hein, j'ai l'impression. Et la troisième, elle veut partir. Et alors là, franchement, on n'a pas de quoi être fier en France parce que l'administration française et l'obtention de visa, ça fait très très honte ce passage où vous racontez comment on est reçu là-bas au consulat français. Visiblement, c'est quelque chose que vous connaissez ou que vous avez déjà vécu. Bon, bah voilà, l'histoire de ces trois femmes est je pense, une description assez vraie, assez proche de la vérité de ce que vivent les femmes actuellement en Iran. Actually, the visa thing, it's just happened to me because I had admission from a university in Paris for studying music, but my visa was rejected at the time. So this is the only exact part that I live it in my life. Oui, en fait, l'histoire du visa m'est arrivée à moi. J'avais été admise dans une université parisienne pour étudier la musique et on m'a refusé le visa. Donc ça, c'est vraiment la partie qui raconte exactement ce qui m'est arrivé. And about staying Layla in Iran, I think, maybe you should ask for leaving. Maybe you should ask for staying. For example, when I decided to leave the country, the people can ask me about why you are leaving, because they think that the situation is fine, and you decided to leave, and they ask you why you decided to leave. But sometimes the situation is tough, and the people ask you why do you want to stay here. I think in Iran this question is changing all the time. The people ask you about leaving, or the people ask you about staying. About Layla, I think it's a normal. She's a normal woman that want to stay and fight and be a part of the changing. So I never ask her to why you don't leave. Quant à la question de savoir, donc, pour revenir à Leila, qui est son choix de rester en Iran, en fait, qu'on décide de rester ou de partir, ça suscite toujours des questions. Quand vous décidez de partir, il y a des gens qui pensent que la situation n'est pas si terrible et qui vous demandent qu'est-ce qui vous pousse réellement à partir. Et parfois, c'est la décision de rester qui n'est pas comprise et qui suscite des questions. Et en fait, c'est une situation qui évolue en permanence dans un sens ou dans l'autre. Donc, c'est vraiment une question permanente que l'on décide de partir ou de rester. Et Leila,
Ouba, c'est une femme tout à fait ordinaire, une Iranienne lambda, qui a surtout envie de rester en fait dans son pays et qui a envie aussi de se battre et de participer au changement. Et donc moi, j'ai pas envie de lui demander pourquoi elle reste. Très bien. Mais juste une question, et puis je te laisse enchaîner, Pascal. Votre livre a eu donc beaucoup de succès en Iran. Quel genre de réaction avez-vous eu à la suite de ce livre, de la part de vos lecteurs ou lectrices? Yes, about my writing and about your book, because big success. What did they say? Yes, I think the most thing I heard about them is about feeling themselves in the characters. They can feel them. They can, they can understand what happening to them, and I hope that after a while my book, got old and people can't understand what happening to them, because it's about 10 years ago movement in Iran, and I hope that the people, the young people especially, read my book and tell themselves, wow, such a tough days you had in your life. But unfortunately, now the young people feel the same thing, and it's not make me happy. They read my book, but they feel the tough situation, and it's not my big pleasure. Alors, ce que j'ai le plus entendu vraiment de la part des lecteurs et des lectrices, c'était le fait qu'ils se reconnaissaient dans les personnages, comme je le disais tout à l'heure, qu'ils comprennent vraiment la situation de ces jeunes femmes, de ces personnages et tout ce qui leur arrive. Mais ça fait déjà un moment, on parle d'un mouvement qui date déjà d'une dizaine d'années, un peu plus même. Le livre est en train de passer progressivement dans le passé, et mon espoir aurait été justement que ça appartienne au passé, cette situation-là. Et sauf que les jeunes qui le lisent aujourd'hui, j'aurais voulu qu'ils puissent me dire « Ah, comme c'était difficile à ton époque ». Et en fait, c'est malheureusement exactement la même chose aujourd'hui. Donc, ils continuent à le lire et à se reconnaître dedans. Et en fait, c'est pas quelque chose qui me rend heureuse de savoir que la difficulté de cette situation, la dureté de la vie en Iran n'a malheureusement pas évolué et qu'ils continuent à s'y reconnaître. Voilà, on va peut-être passer au livre suivant. Eh bien oui, parce que j'ai bien envie qu'on passe un peu de temps avec Ouba Cristina. Qui a été en résidence chez toi ? Qui a été en résidence à Marseille. Voilà, alors il faut ça, le dire, c'est important. même. Donc c'est pour ça aussi, parce que c'est le retrouvaille quand même aujourd'hui, depuis 2 ans. Tu as un peu traversé quelques pays depuis. Je vais essayer d'aller vite dans la biographie, mais c'est important parce que Ouba Cristina Ali Farah est née à Vérone, en Italie, d'un père somalien, d'une mère italienne, que tu as grandi à Mogadiscio, mais que tu as vécu après à Rome, que tu as travaillé sur la culture populaire somalienne, que tu travailles sur des projets d'apprentissage en direction des étudiants, des professeurs, des familles immigrées, que tu collabores à différentes ONG. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Tu vis et travailles aujourd'hui à Bruxelles, toujours. Et que tu es poète, romancière, dramaturge et interprète. Donc voilà, tout ça n'était pas connu encore en France avant la publication de ce premier roman, Madre Piccola, qui est un premier roman, certes, mais qui a été publié en Italie en 2008. Donc, c'est ça ? 2006 même. 8, 6 ? Bon, enfin, il y a longtemps. On le découvre aujourd'hui grâce à Zulma. On va découvrir les autres, je sais, par la suite. Et là, on est à l'inverse de ce que nous donne à lire Natasha Brown, qui est plutôt un courant de conscience intérieure. Là, on est dans 2 livres qui sont des livres polyphoniques avec plein de personnages qui se croisent. C'est aussi le cas, avec des choix aussi de personnages rester, partir. On est exactement dans la même situation. Et je voudrais peut-être, Ouba, avant, parce que tu fais une préface à ce livre, Retour à Mogadiscio, juste
peut-être percevoir, puisque c'est finalement la fin de l'intervention des années après, on est toujours dans la même situation. Est-ce que des années après, il y a, avec la publication de ce livre maintenant en français, pour toi, une sorte de revisitation du passé et de ton propre parcours? Merci Pascal. Oui, donc je pense que je raconte toujours cette histoire qui, donc comme tu as dit, j'ai grandi en Somalie, à Mogadiscio, dans la capitale de la Somalie. Et je ne sais pas en France si vous savez que la Somalie, cette partie de la Somalie était une colonie italienne. Et c'est pas un cas que je parle italien, c'est pas seulement ma mère qui parle italien, mais ma éducation aussi. L'école où j'allais en Somalie était une école italienne. Et donc c'est pour ça que c'est ma langue d'écriture. Et donc, après la guerre, dans les années 91, j'avais 18 ans. Et à l'époque, j'ai eu mon premier enfant quand j'étais vraiment très, très jeune. Je n'avais même pas 18 ans. Et donc, pour moi, ce moment-là de la guerre, de la guerre, du début de la guerre et les moments de la naissance de mon fils, c'est la même chose. Ça coïncidait. Et en italien, on dit toujours, on a ce mot pour dire partir. C'est la même chose en français. Mais on a aussi un autre mot que c'est parto, que c'est l'accouchement. Et vous voyez qu'il a les mêmes racines, non? Cette partir qui pour moi, c'était aussi un passage à l'état, à l'âge de l'adolescence, à l'âge adulte. Et aussi un déplacement, parce que même si ma mère était italienne, je ne connaissais pas l'Italie. Et donc, pour moi, c'était choquant au début. Et j'ai dit que quand j'étais à Mogadiscio, j'aimais beaucoup écrire, mais et j'avais un journal, j'avais écrit beaucoup des journaux intimes. Mais après la guerre, c'était trop difficile pour moi de trouver vraiment les mots, les langages, je ne sais pas, la manière de raconter l'énormité de la chose qui était passée avec la guerre, avec ce changement. Et même parce que je ne voulais pas être, je ne sais pas, cette histoire, ce sont très très difficiles à raconter, non? À trouver vraiment les mots, la douceur dans la tragédie. Et donc, je raconte toujours qu'un jour, mon fils, il avait 6 ans à l'époque, donc je n'avais 24, comme ça. Et mon père, ça c'est très intéressant parce qu'au début, après la guerre, dans les années 91, beaucoup de Somaliens sont arrivés en Italie parce que c'était la destination naturelle, non? Parce que beaucoup de gens, oui, comme mon père, et comme ça, il avait étudié en italien en effet. Donc c'était la première, les premières pays où il voulait. Et après, l'Italie n'a pas reconnu son histoire, n'a pas reconnu les Somaliens comme réfugiés. Et donc, au fur et à mesure, ils sont partis. Ils sont allés en Angleterre, en Canada, dans des autres pays où ils recevaient je ne sais pas, les statuts de réfugiés, comme ça. Et donc, je pars, après 6 ans, il n'y avait pas, plus de Somaliens, donc je ne pouvais pas parler la langue. C'était qu'au téléphone que je parlais toujours. Il n'y avait pas les téléphones portables, donc j'avais toujours ce téléphone. Et le soir, je parlais beaucoup de temps au téléphone et je prenais des notes de l'histoire qu'il me racontait. Et donc, cet voyage, je suis allée voir mon père et des gens que je connaissais avant la guerre. Et les matins que je suis partie, parce que je suis myope, on dit comme ça en français, je suis myope, et donc et je porte les lentilles, et donc j'étais en train de mettre les lentilles, et j'étais très très émue parce que il n'y avait pas Ryanair, donc partir c'était quelque chose d'important. Et donc je perds une lentille, je la cherche, je ne la trouve pas. C'est l'histoire que je raconte au début. Oui. Et donc, je pouvais décider si partir avec une lentille ou pas, ou sans lentille. Et donc, ça, c'est pour dire, pour les personnes qui savent que la myopie, on a toujours la sensation avec la myopie
on est aussi caché pour les autres. On ne voit pas, mais les autres aussi, ils ne voient de la même manière, ils ne te voient pas. Et ce n'est pas comme ça. Et donc, d'un côté, je voyais tous clairement, et de l'autre côté, pas. Et donc, cette sorte de contact avec la diaspora, comment on peut dire, des projetés et des distances, c'est la chose qui m'a permis à retrouver les mots, être dehors et être dedans au même temps. Oui. Avoir un œil qui voit clair et l'autre qui voit flou. Oui. Être là et être ailleurs. Être pas là, oui, c'est caché. Oui. C'est ça. Alors, c'est un livre qui est raconté par plusieurs voix. Il y a Barney, ça se déroule principalement à Rome, mais en fait, on traverse presque tous les pays, enfin pas tous les pays, mais on est quand même aux États-Unis, en Somalie, en Italie. On traverse pas mal de pays. Donc Barney et Dominica Ado, qui est sa cousine, mais elles se disent sœurs en fait. Et Dominica, c'est un peu ton parcours. Elle est à la fois somalienne, italienne, elle a un double prénom. Et elles sont vraiment très heureuses de se retrouver un peu par hasard à Rome. Et puis le mari de Dominica Ado, Taguer, qui a été marié auparavant à une autre femme qu'on voit aussi. C'est toute une histoire de liens, de générations, d'enfants, de cousins, d'oncles. Voilà, tous ces personnages-là sont là. Mais en fait, ça nous permet de voir finalement différents points de vue d'une situation unique qui est celle de se demander où on est et comment on fait finalement quand on est dans cette obligation, cette incitation à partir ou à rester. Et donc je reviens un peu à ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, ce livre-là, qui est ton premier, garde du sens pour toi quand tu vois la traduction en français que tu lis, traduit par François-Michel Durazo, je le dis parce que c'est un excellent traducteur de l'espagnol, du catalan, de l'italien, du corse aussi, je crois. Et voilà, cette question, elle est là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans ces personnages-là ? Oui, je les retrouve et je pense aussi, peut-être c'est le plus complexe des livres, des romans que j'ai écrits. Et c'était très construit, très architecturé. Oui, et donc c'était la question, non, c'était vraiment parce qu'il y avait chaque fois que j'ai parlé au téléphone, que j'ai rencontré des personnes, il y avait cette nécessité de raconter, hyper raconter, de dire beaucoup de détails. Et donc la question que je me posais au début quand j'ai commencé à écrire les livres, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne qui est complètement déracinée. Et chaque fois qu'on a en face de nous une personne qui nous écoute, on est capable de mettre des racines, de s'enraciner. Donc, c'est la relation. Donc, Madre Piccola, c'est n'existe pas en italien aussi, c'est bizarre en italien aussi. Hein. C'est la traduction, en effet, d'un mot somalien qui c'est habarir, signifie mère petite, mais en italien, on dit aussi piccola madre, on ne dit pas mère petite, donc c'est bizarre. Et donc, la habarir, en somalien, c'est la tante maternelle. Et donc, mais c'est la tante maternelle, mais on appelle habarir même comment on peut dire, l'ami de notre mère. Donc, c'est vraiment une relation d'une personne qui prendre soin de toi. Et donc, c'est cette idée de se prendre soin qui, pour les femmes, est plus facile, non, dans les îles, qui pour moi était très important de marquer. Ce n'est pas la maternité biologique, même si la maternité, c'était si important pour moi, mais c'était vraiment cette idée de se reconstruire à travers la relation. Et oui. C'est clair ? Oui, c'est clair. Prendre soin, c'est un des thèmes très importants du livre, parce que on est dans cet attachement aux autres, y compris quand c'est des inconnus. Quelqu'un qui vient dans l'hôpital, Barney travaille dans un hôpital, et elle est sage-femme, et elle va accueillir un jeune garçon somalien, mais qui ne dit rien, qui est taiseux, et elle va finalement le prendre en charge et s'en occuper, en prendre soin, en tout cas. Et toutes ces histoires de soins sont là un petit peu partout, à travers tous les personnages. Juste une toute petite dernière question.
Dans la construction, donc on passe d'un personnage à l'autre. Donc on est 2 fois avec Tagore, avec Taguerre. On est 2 fois avec Barney. Et puis on est une fois avec Domenica Aado, et une fois avec Aado, et une fois avec Domenica. Comme si c'était 2 personnages finalement différents, alors que c'est la même personne, avec ce double prénom. Une fois, elle est présentée sous son double prénom, une fois sous son prénom italien, une fois sous son prénom somalien. Est-ce que tu peux dire quelque chose avec ça? Oui, et donc c'est bien que Barney, elle est la sage-femme, mais elle est aussi la personne qui donne, c'est pas qu'elle donne la parole, mais comme elle aide les femmes à d'accoucher, elle aide les personnes à récupérer sa voix, comme dans les cas de ce personnage-là. Et Domenica Aado, en effet Aado, c'est dimanche, non, en somalien aussi, mais Aado vient de cette racine, les wahid en arabe, qui est les un. Et donc, comme Domenica, elle a cette double identité, et pour elle, c'est très compliqué. C'est vrai que tout le monde me dit, mais c'est toi, Domenica Aado, mais non, mais elle est un peu plus compliquée. Elle a grandi aussi en Italie, parce qu'elle arrive en Italie quand elle a 10 ans, mais bien sûr, j'avais beaucoup d'amis qui étaient comme moi, même si mon cas c'était différent, parce qu'il y avait plutôt plus de personnes qui avaient la mère somalienne et les pères italiens, alors que pour moi c'était l'inverse. Et avoir une mère, vous voyez aussi la relation avec la colonisation, pour moi, ma mère, elle était très jeune quand je suis née, et donc la Somalie c'est un pays très patriarcal, et donc pour moi c'était toujours pas blanche ou noire, et donc et moi je voyais ma mère dans une situation de fragilité, même s'il était de la côté du colonisation, oui, et donc ouais. Voilà, Une phrase à lire. 3. Qui montre que Domenica Aado n'est pas tout à fait Uba, mais que Uba est peut-être un peu Domenica. Mon émotivité me trouble encore, étant à fragmenter ma parole. Je dis ça comme ça. Je voudrais juste poser une dernière question à Nassim Marachi. Vous avez dit tout à l'heure que votre nouveau livre n'avait pas obtenu comment est-ce qu'on dit, l'autorisation de paraître. Et il parlait de quoi? Et vous savez pourquoi? Yes, I don't exactly know what is the reason of they didn't get my authorization to my book, because they don't explain anymore about it. But the book is about is a photographic novel. We make the scene like a short movie, and photographic photo of the scene, and then make a book like a comic book, but with photos. I think it's very new for them, and they don't know what have to do with it. But I have a friend in the censorship office, and they told me that they write on this novel in Persian is siyah namai. It means making the situation dark. So in Iran, the situation is dark. So they with this word, I think they can forbidden all the books, in Iran, because we talk about the situation. So I'm not sure, but I think the reason is this too. Alors, je n'ai pas la raison exacte parce qu'il ne s'explique pas quand ils rendent une décision, le bureau de la censure. Mais je pense que la première raison, c'est que ce nouveau livre est un roman photo. En fait, on a imaginé chaque scène un petit peu comme si on faisait des courts-métrages. On a photographié les scènes, on a construit le livre comme une bande dessinée, mais avec de la photo. Et je crois que c'est quelque chose, en fait, c'est un genre qu'ils ne connaissent pas du tout, qui est complètement nouveau pour eux et dont ils ne savent pas trop quoi faire. Et j'ai aussi un ami au bureau de la censure qui m'a dit que le mot
motif traduit de l'iranien, du farsi, qui a été inscrit sur le manuscrit du roman, c'était rend la situation trop sombre, peint le tableau en noir, en gros. Sauf que la situation en Iran, elle est sombre, le tableau est noir, donc avec ce motif-là, ils peuvent interdire absolument tout livre qui parle de l'Iran. Mais je pense que c'est ça les deux raisons pour lesquelles il a été interdit. Ouais, pour terminer, je reprends cette phrase, l'écriture est un combat. Et bravo de le mener toutes les trois de cette belle façon. Des 3 livres très attachants. Dans la décision de partir aussi, j'ai quand même omis de dire que c'est pas facile de partir quand on laisse quelqu'un. Et je pense à Chabanais, son petit frère, qui est quand même un peu avec une mère épouvantable. Oh, quelle femme désagréable, la mère de Chabanais. Et donc, effectivement, ça ne rend pas les décisions faciles. Voilà, ça s'appelle L'automne et la dernière saison. On n'a pas parlé du titre, on n'a pas dit pourquoi ça s'appelait comme ça. Je ne sais pas s'il y a une explication. Ce livre a été traduit du persan par Christophe Balaï. Il est paru aux éditions Zulma, bien reconnaissable à leur belle couverture. Le livre aussi de Ouba Christina Ali Farah, Madre Piccola, est paru lui aussi aux éditions Zulma et a été traduit donc par François-Michel Durazo. Et puis Assemblage, le très beau court texte, mais très fort et d'une très belle écriture, c'est Assemblage de Natasha Brown aux éditions Grasset, traduit par Yakuta Alikavajovic de l'anglais. Voilà, merci. Merci, et merci à Marie, et merci à nos traductrices.